Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne pour comprendre et décrypter les tendances au sein du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec un focus sur l'alliance ou la gestion de la compétitivité européenne à l'heure de la décarbonation. Nous en parlerons dans un instant avec Marie Laseigneur, la directrice investissement responsable du Crédit Mutuel Asset Management. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à ces allocations de début d'année. Faut-il revoir ces allocations en début d'année 2026 ? C'est une question que nous poserons à Claire Bernard, la responsable d'allocation d'actifs chez Bred Banque Privée, mais aussi à Géraldine Métifeux, associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous ferons un focus sur un véhicule d'investissement dont on parle peu, le contrat de capitalisation. Pourquoi faut-il utiliser le contrat de capitalisation ? Nous en parlerons avec Séverine Flotte de Pouzols, présidente de la financière de l'Aubrac. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine thématique où nous avons le plaisir d'accueillir Marie Laseigneur. Bonjour Marie Laseigneur. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice investissement responsable au sein du Crédit Mutuel Asset Management. On va évoquer avec vous le sujet de la compétitivité européenne à l'heure de la décarbonation. Et on va commencer peut-être avec un chiffre, la hausse des commandes à l'industrie en Allemagne de 8% qu'on a découvert la semaine dernière. Alors c'est en lien avec le plan de relance allemand vis-à-vis notamment des infrastructures. Dans un contexte de tensions géopolitiques, de mesures douanières qui venaient des États-Unis, quel constat on peut dresser aujourd'hui de la compétitivité industrielle à l'échelle européenne ? Le signal d'alarme avait été tiré par le rapport Draghi fin 2024. Et c'est vrai que 2025 n'a pas forcément été une année où on a pu tout de suite redresser ce constat. La compétitivité industrielle en Europe aujourd'hui, elle est protéiforme en fonction des filières industrielles ou des pays. D'accord. Mais on peut le schématiser, dans ma tête, je schématise comme reposant sur 4 briques. Le coût de l'énergie, l'innovation, la compétence du capital humain et le coût du capital. Et aujourd'hui, on voit que ces quatre briques sont déficitaires. Le coût de l'énergie, le rapport Draghi le mettait en lumière. Aujourd'hui, on paye toujours 50% plus cher qu'aux États-Unis ou en Chine le prix de l'énergie industrielle. Dans des secteurs où le coût de l'énergie représente, 50% de la base de coût, ça fait vraiment une différence. Au niveau de l'innovation, on est en retard structurellement sur nos investissements en recherche et développement. Aujourd'hui, on investit environ 5% du PIB européen, alors qu'aux États-Unis, on est plutôt autour de 9%, pour vous montrer le différentiel. Les compétences du capital humain, on a besoin de diplômés. Et aujourd'hui, on a un déficit de diplômés par rapport à nos besoins. On a également un déficit de formation d'adultes actifs. On est autour de 40% de la population active adulte qui est formée pour de la reconversion potentiellement, alors qu'on a des objectifs à 60% à 5 ans. Et au niveau du coût du capital, qui finalement aujourd'hui est crucial dans la question de comment on finance cette compétitivité, on voit que donc, le coût du capital, c'est le coût des fonds propres, de l'equity et de la dette. Et on voit qu'ici, on a beaucoup moins recours en Europe à ces leviers de financement qu'on va l'avoir aux États-Unis. Et on a des niveaux qui sont beaucoup plus élevés que chez nos voisins. Donc, on a besoin, pour redresser tout ça, vraiment d'un cadre. C'est assez dur quand même que vous faites effectivement sur la compétitivité européenne aujourd'hui. Il va falloir qu'on se coordonne et il faut des investissements massifs, il faut du temps long, on a beaucoup de choses à faire. Et alors justement, on a suivi quand même il y a quelques jours cette tribune de Stéphane Séjourné qui était accompagné de plus de 1000 chefs d'entreprise qui appelaient à la préférence européenne dans les achats publics avant la présentation du règlement européen sur l'accélération industrielle dont on parlera également. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Oui, l'accélération industrielle, ça vient dans le cadre du Clean Industrial Deal. Donc, la suite du rapport Draghi, on avait la boussole pour la compétitivité européenne qui a vraiment orienté tout ce qui s'est passé en 2025. La simplification réglementaire un peu partout et ces nouveaux règlements. Le Industrial Accelerator Act, il vient spécifiquement regarder ces filières industrielles à forte intensité énergétique. D'accord. L'acier, l'aluminium, la chimie, qu'on a en Europe qui ont un rôle crucial puisqu'ils concentrent 19% de l'emploi, 24% de la valeur ajoutée manufacturière et 26% des émissions de CO2. Et ici, c'est assez, on doit intervenir puisqu'on a une baisse structurelle de la production de ces filières-là depuis 2021. On a une dépendance accrue aux importations en métaux, aluminium, produits chimiques. Importation, hein, donc oui, bien sûr. Voilà. Une baisse du taux d'utilisation de ces capacités industrielles qui sont aujourd'hui à certains endroits jugées comme insoutenables. Et on estime à 500 milliards d'euros le montant nécessaire pour les moderniser, ces filières-là. Donc,
Voilà, on se retrouve dans une situation où le règlement il vient proposer un cadre où on pourrait créer des marchés captifs pour ces technologies et matériaux bas carbone. On pourrait réduire nos dépendances aux matériaux critiques. On pourrait accélérer. C'est toujours c'est plutôt l'idée. Ouais, exactement. Les projets de décarbonation, parce qu'aujourd'hui, c'est l'obtention des brevets qui prend 12 à 18 mois en Europe. Et il y en a un nombre parti d'entre eux qui ne voient jamais le jour. Et finalement... ça va être aussi attirer plus l'investissement extérieur, mais cette fois avec plus de conditions. Des conditions sur pas de prise de pouvoir stratégique, des conditions sur le taux d'emploi d'employés européens et des conditions sur du transfert technologique. Donc c'est assez enthousiasmant, même si il n'empêche qu'on va devoir tout de même trouver pas mal de financement. D'un côté, la nécessité d'accélérer sur la réindustrialisation en France et en Europe. De l'autre, la nécessité d'accélérer sur la décarbonation de notre économie. Est-ce que les deux enjeux sont compatibles ? Tout à fait. Et d'ailleurs, à mon avis, mais je ne suis pas la seule à le penser, la décarbonation n'est plus à voir comme un coût en Europe. Aujourd'hui, c'est... un avantage compétitif qui est indissociable de l'enjeu stratégique dans lequel on est en Europe. On a une électricité qui est décarbonée en Europe, 60% en Europe, 95% en France. Donc, la transition, l'électrification de notre modèle énergétique industriel va permettre mécaniquement d'être moins exposé et moins sensible aux variations de prix, notamment des prix du gaz, moins exposé aux tensions géopolitiques et aux variations géopolitiques. Donc ça peut venir soutenir potentiellement demain une industrie décarbonée qu'on aurait déjà commencé à mettre en place en Europe, par exemple, de fait par la situation géographique de l'Europe ? Ce qu'il faut voir, c'est que historiquement, on a toujours vu ces notions de financement de la décarbonation comme étant du financement sectoriel. Aujourd'hui, on est rentré vraiment dans une phase on va le voir comme du co-investissement systémique. C'est-à-dire, chaque euro qu'on investit aujourd'hui dans la décarbonation, c'est quoi concrètement ? C'est de l'électricité, des renouvelables, des réseaux de transport d'électricité. Bien sûr. Chaque euro qu'on investit aujourd'hui dans la souveraineté, c'est quoi ? C'est des secteurs critiques pour la souveraineté de l'Europe. En fait, c'est des batteries, des semi-conducteurs, de la défense, l'énergie au sens global. Donc, vous voyez, déjà c'est lié puisque les deux sont interconnectés. Finalement, mécaniquement, ça va augmenter notre compétitivité industrielle. Si on revient sur nos 4 briques, ça a un effet de levier direct sur notre compétitivité industrielle. Et donc c'est aujourd'hui comme ça que l'Europe essaye de structurer, de le voir comme étant interconnecté. Bien sûr, en ayant conscience qu'on ne pourra pas arriver à ces différents objectifs coordonnés sans avoir des investissements massifs qui sont bien dirigés, évidemment, avec les bons montants d'investissement. Alors, on va parler des bons montants d'investissement, mais pour bien comprendre, ça veut dire qu'investir dans une énergie décarbonée aujourd'hui, c'est adresser les enjeux de souveraineté européenne également. Oui, parce que structurellement, en Europe, on va avoir un réseau qui est déjà décarbonés, c'est des technologies qui sont abordables, qui sont rapidement déployables. C'est aussi énormément de réseaux de distribution d'électricité. Et en fait, c'est investir dans l'électrification, finalement, du modèle, qui part d'une consommation potentiellement en gaz et qui vient s'électrifier sur un modèle décarboné. Et donc, automatiquement, ça sécurise la filière industrielle. Et donc, automatiquement, ça sécurise la souveraineté européenne. En matière de financement, comment est-ce qu'on peut financer ça ? De quelles sources de financement avons-nous besoin aujourd'hui ? Alors, c'est toujours difficile de trouver les sources de financement. Bien sûr, oui. En tout cas, ce qui est le plus discuté, c'est le stock d'épargne européen. Aujourd'hui, on a 39 000 milliards d'euros en stock d'épargne qui est investi à 30% en équivalent de dépôt bancaire, 27% en assurance vie, retraite ou dépôt garanti et 37% en actions et fonds. Ce qui est d'ailleurs un peu plus défensif que des Américains, par exemple. Bien sûr, mais bon, à la limite, peu importe. Aujourd'hui, le flux d'épargne annuel, il est autour de 2 000 milliards. 37% de ces 2 000 milliards, c'est pas si loin des 800 milliards d'euros annuels que le rapport Draghi identifiait comme étant nécessaires pour regagner nos niveaux de compétitivité et de décarbonation. C'est environ 5% du PIB européen. Mais c'est beau de dire ça, sauf que la réalité, c'est que l'épargne aujourd'hui, elle n'est pas vraiment fléchée, les entreprises innovantes ne sont pas identifiées et l'investissement n'est pas forcément attractif. Bien sûr. Donc, on ne va pas demander à l'épargne européenne d'aller vers ces investissements-là s'ils ne le sont pas. Flécher l'épargne, c'est l'enjeu de l'Union pour l'épargne et l'investissement qui est en Europe en train de se structurer et qui mobilise aussi toutes les banques européennes. L'identification des entreprises innovantes, bien sûr que c'est nécessaire et ça, je pense que les règlements comme le Industrial Act, etc., ça va le permettre. L'attractivité de l'investissement, ça pour le coup, on va avoir besoin de réduire les risques de ces projets-là. Et ça passe par des mesures réglementaires ou fiscales.
Une fois qu'on a réduit les risques, faut aussi qu'on soit dans une logique de pédagogie avec les investisseurs, que c'est du temps long. Le cycle industriel, c'est du temps long. C'est pas un quick win qu'on peut avoir rapidement sur le marché. Et donc, dans sa notion, encore une fois, d'allocation, il faut se dire que si jamais on veut participer à ce mouvement-là, il faut avoir dans son portefeuille une allocation qui soit à plus long terme pour la souveraineté et la reprise de la compétitivité européenne. Merci Marie Lasseigneur de nous avoir accompagnés dans Patrimoine Thématique. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, avec une question centrale. Faut-il revoir ou non ses allocations d'actifs en ce début d'année 2026 ? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux expertes du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Claire Bernard. Bonjour Claire Bernard. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable allocation d'actifs au sein de Bred Banque Privée. On a le plaisir d'accueillir également Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine Métifeux. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes associée gérante, conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. On va commencer avec vous, Géraldine. En ce début d'année, quand on voit la volatilité qui arrive sur les métaux précieux, les questions qui peuvent se poser sur la tech en cette période de saison des résultats, si on parle des marchés cotés, quelle analyse vous faites, vous, de ce début d'année ? Est-ce que ça pousse à revoir ses allocations d'actifs ou sa stratégie d'investissement ? En fait, pour être très sincère, Nicolas, nous, on avait, dès la fin de l'année dernière, donc un peu tôt, considéré qu'il y avait un risque sur les marchés actions. Un risque qu'on porte pour plusieurs raisons. D'une part, bien sûr, les valorisations de la tech. Alors, on m'explique par A plus B qu'il n'y a pas de sujet, mais enfin, les mecs se financent en obligataire. Enfin, et puis, ils se financent tous entre eux quand même. Hein, voilà. Puis, moins de problèmes, ça fait moins 15. Donc, d'accord, il y a pas de problème, enfin, il y en a peut-être un petit peu quand même. Et ensuite, parce que en 25 ans, je ne me souviens pas avoir vu 4 années de suite de marché haussier au global. Donc, pour ce que ça vaut un quart de siècle, je considère que c'est bien si on prend un peu nos plus-values. Donc, au-delà du contexte géopolitique un peu, qui peut être un peu stressant parfois, au-delà des surréactions, de la nervosité des marchés actions, au-delà des valorisations qu'on peut voir sur les bancaires ou sur la tech ou d'autres sujets, de temps en temps, avoir un pas de côté, peut-être prendre les plus-values des clients quand ils n'ont pas beaucoup, et c'est pas si souvent qu'on peut le faire, donc on est très content de le faire. Oui. C'était un peu notre attitude depuis la fin de l'année, et on a là un petit peu accentué en début d'année, ce qui fait que l'essentiel de nos clients ne dépasse pas les 20-25% d'actions en ce moment en portefeuille, pour être honnête. Alors peut-être qu'on se trompe, mais c'est plus facile de sécuriser plus tôt que de sécuriser trop tard. Quitte à perdre la dernière partie de la hausse, s'il devait y avoir encore une hausse à venir sur les prochains mois, c'est la stratégie. C'est un risque qu'on a pris, mais encore une fois, Nicolas, c'est plus facile pour moi de sécuriser quand on peut sécuriser. Parce que si je sécurise trop tard, je ne sécurise plus rien. Mais oui, c'est un risque qu'on a pris. On garde des témoins actions quand même, actions internationales, actions européennes. Quelques mathématiques sur la santé. Une exposition directe, indirecte, mais plutôt indirecte aux émergents. Je sais que c'était un peu votre dada, donc ce sera l'occasion. En tout cas, j'en entends souvent parler. Donc Non, mais voilà, c'est pour ça. Mais voilà, c'est un peu notre thématique actuelle, essayer de se désensibiliser par rapport au tech US, en tout cas, au moins sur le pourcentage qui nous reste en action. Claire Bernard, même question très large pour débuter cette discussion. Est-ce que début 2026, on revoit ces allocations, ou est-ce que c'est un constat que vous faisiez déjà en fin d'année dernière, de se dire il y a potentiellement de la volatilité, il y a potentiellement du risque, donc on fait preuve d'un peu de prudence? Alors, disons qu'on a plutôt initié de manière progressive un mouvement risk-on. Donc, c'était plutôt de sortir petit à petit des fonds monétaires où on n'attend plus grand-chose, pour être très honnête, pour aller sur des actifs risqués. Donc, quand je parle des actifs risqués, c'était de se repositionner sur les actions, mais de manière extrêmement diversifiée. On n'est pas prêt à prendre un risque de sélection trop fort. Il y a une concentration qui est évidente. Les valorisations, Géraldine l'évoquait à l'instant, sont quand même à un niveau relativement élevé. Faut se méfier. Mais derrière, si on maintient un niveau de diversification au niveau géographique et sectoriel, on va attaquer 2026 avec un peu de confort et de sérénité. Maintenant, je pense qu'il faut faire un peu la différence entre certaines zones géographiques. En Europe, on est plutôt confortable à l'idée que les plans de relance, que ce soit en Allemagne, en Europe au sens large, seront plutôt bénéfiques. Donc il y a une certaine préférence sur les actions européennes dans les portefeuilles actuellement. En tout cas, des valeurs européennes portées par la dépense publique, des plans de relance. Donc absolument. Et également sur les thématiques des investissements en infrastructure. Donc peut-être des valeurs industrielles qui vont bénéficier de ces investissements massifs en infrastructure. Sur la thématique de l'électrification, par exemple. C'est des choses qu'on aime bien et qu'on regarde. Je rejoins également Géraldine sur la santé, qu'on regarde également de près et qu'on veut mettre dans les portefeuilles.
Et sur les États-Unis, c'est là où on voit la concentration massive. On le voit dans les trackers, notamment. Quand on choisit un tracker MSCI World, finalement, on s'expose à de la tech US. Oui, bien donc, sûr. Il faut l'avoir en tête. C'est plus s'exposer Tracker de manière... ou ETF, oui, c'est ça. Voilà, donc c'est pas tellement s'exposer de manière extrêmement directionnelle au marché action au sens large. En fait, c'est sélectionner un tracker qui investit en actions US. Je pense qu'il faut être vigilant là-dessus. Donc, on va plutôt aller chercher des gérants actifs, donc vraiment des fonds avec des thématiques spécifiques qui vont faire cet effort de sélection, alors qu'en Europe, on peut continuer à aller chercher un petit peu de trackers, d'ETF dans les portefeuilles. Je rebondis sur ce que vous dites. Les fonds monétaires début 2026, ça vous intéresse moins? Alors qu'il y a quand même, il y a cette idée quand même qu'il y a un rendement face à un risque tout à fait maîtrisé, mais c'est pas la stratégie début 2026. Non, puisque en fait, je pense que depuis l'envolée des taux qu'on a connus depuis 2022, évidemment, les fonds monétaires étaient revenus très attractifs. On avait un profil rendement-risque qui était un no-brainer pour nous, à savoir, on prend 0 risque et on pouvait avoir du 4% de rendement. Oui. Enfin, sincèrement, c'était génial. Donc, dans les portefeuilles, je pense qu'il fallait en avoir, et ça aurait été un défaut de conseil que de dire non, on n'y va pas. Maintenant, on revient dans des terrains où les politiques monétaires d'assouplissement se sont mises en place, et donc l'inflation, elle est maintenue au niveau de 2% en Europe, ce qui fait que les taux monétaires, les taux courts ont nettement baissé. Donc sur l'année 2026, on ne s'attend pas à aller chercher plus de 2% de performance là-dessus. Donc on préfère aller sur de l'obligataire court terme pour des clients prudents, et pour les clients plus dynamiques, évidemment, c'est de faire ce mouvement, comme je l'expliquais, du fonds monétaire vers les actions, pour ceux qui sont capables de prendre ce risque. Géraldine Métifeux, je m'arrête dessus une seconde sur ces fonds monétaires, mais j'ai entendu tout 2024, tout 2025 qu'il fallait absolument en avoir parce que c'était dommage de passer à côté de ça. Vous partagez cette conviction de c'est peut-être la fin du moment des fonds monétaires aujourd'hui? Oui, alors ça me paraît assez évident que le monétaire, c'est pas d'accord. Pas la panacée. C'est-à-dire que, non, mais tout le monde y allait l'année dernière. Mais on y allait parce que, non, mais on y allait d'abord, on y allait sur quoi? On y allait sur les comptes titres d'un contrat d'assurance, on n'y allait pas. On y allait très peu. La réalité, c'est qu'on avait des fonds euros qui faisaient mieux. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, où hors bonus, vous allez sortir, et tous nos petits camarades ont sorti quasiment tous. D'ailleurs, quand les performances ne sont pas excellentes des fonds euros annoncés, elles sortent plutôt fin janvier, début février. Quand elles sont très très bonnes, elles sortent le 3 janvier. Là, d'accord, entre le 25 et le 3 février. Donc c'est un indicateur. On peut considérer que c'était pas très content d'eux. Mais en gros, vous allez avoir entre 2,50 et 2,90 selon la qualité de vos contrats d'assurance. C'est quand même assez top, net de frais de gestion, parce que le 2% que vous évoquiez, Claire, je crains qu'il manque les frais de gestion ou des droits ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu brut de quelque chose quand même. Non, un bon CAT. On peut encore trouver des comptes à terme quand on est un peu riche et bien vu par sa banque au-delà de 2% et voire sensiblement au-delà de 2% en rendement. Moi, j'invite à plutôt choisir ce genre d'actifs dans ces cas-là. Mais à défaut, si on a quelque chose qui est cliqueté, qui est cool et qui ne pose pas de problème particulier et que vous avez l'année devant vous, vous ne voulez pas prendre de risque, le fonds euro peut faire le job. Je rejoins assez sur la partie obligataire, avec quand même attention. Parce qu'il y a, encore une fois, tout à l'heure, on l'a dit, il n'y a pas d'obligation obligataire, notamment outre-Atlantique. Donc d'abord, attention à l'USD, attention au change, attention à tout cela. Parce que 25, pour moi, c'était un peu la redécouverte pour tout le monde des taux de change. Le mec qui avait un ETF S&P 500, il s'est rappelé qu'il y avait un taux de change. Et qu'investir en dollars, c'était pas la même chose quand on était... Brutalement, il s'est rendu compte qu'il était négatif, le gars. Donc c'était très très dur pour eux. Donc attention quand même à cela. Plutôt des obligataires sains. Sur la partie infra, etc. Oui, des boîtes comme Vinci, je pense que ça se regarde. Moi, je reste plus prudente quand même sur la partie action. Autant on y était beaucoup en 24, en 25, et tant mieux. D'accord. Autant on y est beaucoup moins, quitte à avoir raison trop tôt. Mais après, en alternative, en hybride, on peut trouver des produits structurés intéressants qui vous exposent plus ou moins la directionnelle de l'action sans être complètement sans être complètement accaparé par la performance ou contre-performance du marché. Qu'est-ce qu'on fait du coup en 2026? On va sur les émergents dont vous nous parliez, on sort de l'or ou de l'argent parce qu'en fait on a peur de la volatilité qu'on a connue en début d'année, on va sur complètement autre chose, sur du non-coté. Non, on n'est peut-être pas obligé de se précipiter. L'année dernière, à la même période, franchement, la vérité de début d'année n'était pas forcément aussi lisible que ça toute l'année, même si à la fin ça s'est bien passé. Bon, sur l'or, et il faut être très clair, je me suis trompée, j'avais proposé que l'année dernière, déjà on arrête, donc je me suis fait bien crier dessus par mes clients, donc maintenant, par contre, je suis sereine, je pense que c'est bon, on peut s'arrêter. J'avais
Il y a pas mal d'analyses qui disent que ça peut aller jusqu'à $6 000. Hein. Mais les mêmes qui disaient que le Bitcoin serait $200 000 ? Je vais vérifier. Non, je pose la question. Je m'interroge. Parce que le mec qui est tombé à 60 000, il fait peut-être la tête quand même aujourd'hui. C'est possible. Il y arrivera un jour. Sans doute. C'est comme les emprunts russes. Il y a un moment aussi, ça se passera. Donc, ou l'Eurotunnel, même ça marchait pas. Donc ça, ouais, peut-être pas. Donc non, sur les métaux précieux, pour moi, c'est spéculatif. C'est-à-dire que ça ne distribue pas de dividendes, ça ne couvre pas l'inflation. Si demain la dédollarisation s'inverse ou change un peu de main, ça va changer probablement un peu la donne. Et là, on sent que c'est des particuliers qui sont assez dessus. En général, quand Madame Michu arrive, c'est le moment où il faut plus rester. D'accord. C'est assez clair. Quand votre chauffeur de taxi commence à vous dire qu'il fallait acheter ça, c'est le moment où il faut le vendre. Très bien. Et donc, on est sur ce moment-là, sur l'or et l'argent aujourd'hui. J'étais déjà un peu en avance sur le concept, donc je pense que oui, c'est bien. Okay. Là. Si vous avez pris des trucs à $3 000, vendez-le, les gars, c'est bon. Claire, Bernard, on a rapidement évoqué les trackers, les ETF. Alors ça, pour le coup, effectivement, moi j'en entends parler tout le temps. Est-ce qu'on est dans ce moment où, effectivement, c'est devenu tellement grand public qu'il faut se poser un petit peu la question et être un petit peu plus sélectif sur sa stratégie ? Absolument. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, la diversification, c'est le mot d'ordre, géographique, sectoriel, mais également dans la manière dont on joue les actions. Donc, la gestion active, pour moi, fait évidemment tout son sens sur du long terme. Et il faut aller sélectionner. Et il y a un effort de sélection qui est très fort, d'aller chercher les gérants qui ont une expertise particulière. Maintenant, les trackers, force est de constater que depuis 3 années, on a vu des flux massifs d'investissement dans les trackers. Alors peut-être que oui, il y a des Madame Michu qui arrivent en force et qu'il faut se poser des questions. Mais moi, le point d'attention à avoir là-dessus, c'est très bien d'en avoir en portefeuille quand on ne connaît peut-être pas une zone et qu'on souhaite s'y exposer, autant aller chercher un tracker. Puisque comme ça, on ne se pose pas de questions, on est directionnel et on pense être diversifié. Mais là, le contre-coup et la chose à vraiment avoir en tête, c'est que maintenant, ce n'est plus si diversifié. Quand je choisis un tracker, habituellement, on va s'exposer au tracker qui a une valorisation selon la capitalisation boursière. Et on ne prend pas les fameux equally weighted. Et c'est ce qu'il faudrait sûrement faire, puisque là, aujourd'hui, c'est le fait d'avoir eu une performance plus qu'exagérée sur la technologie, sur les valeurs de croissance américaine, qui a porté ces fameux trackers depuis fin 2022. Après, évidemment, l'année noire sur les marchés cotés, que ce soit actions, obligataires, partout, ou rouges, comme on veut. Il faut être vigilant là-dessus. Maintenant, je pense qu'encore une fois, dans une approche d'allocataire d'actifs, dans une approche de long terme, avoir une brique action qui va mixer ces deux choses, à savoir gestion active et passive, c'est intéressant. On vient optimiser un petit peu les coûts, on va pas se mentir, sur une partie. Et derrière, c'est peut-être éviter d'avoir cet effort ou cette connaissance de certains marchés qui sont méconnus, notamment émergents. Rapidement, Géraldine Métifeux, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué qu'il faut garder en tête en 2026 ? Alors juste pour les émergents, oui, c'est vrai, parce qu'on on a un peu balayé. Mais juste pour info, quand on regarde le MSCI Emerging Markets, grosso modo, il y a quand même 5 valeurs qui font plus de 20%. Dont une qui pèse 11%, on évoquait la concentration. Moi, je ne suis pas très tracker, mais pas parce que je ne gagne pas ma vie, c'est faux, si les régulateurs nous regardent, c'est pas cette raison-là, c'est qu'il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de gestion active. C'est très bien si on est sur Boursorama ou l'équivalent chez vous, Brett, je ne sais pas trop, la banque en ligne, mais parfait. Mais la réalité, c'est que si vous voulez quelque chose d'un peu fin et de diversifié, il vaut mieux des gérants actifs, malgré tout, je pense. On peut avoir du fonds de portefeuille, mais voilà. Donc pourquoi pas les émergents en action, des obligataires européens, moi j'y crois pas mal. Restez un peu en attente sur du monétaire du fonds euro ou des CAT, pourquoi pas, mais de toute façon, on va y voir beaucoup plus clair dans quelques semaines, donc soyons détendus, ça va bien se passer. Et on se retrouvera dans quelques semaines pour en parler. Merci Géraldine Métifeux, merci également Claire Bernard de nous avoir accompagnés, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve toujours tout de suite dans l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous allons nous demander pourquoi il faut penser à utiliser l'outil contrat de capitalisation. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Séverine Flotte de Pouzols. Bonjour Séverine Flotte de Pouzols. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la financière de l'Aubrac. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un contrat de capitalisation concrètement ? Absolument. Donc je trouve que moi je l'appelle souvent la belle endormie. C'est un contrat d'épargne qui existe depuis aussi longtemps que le contrat d'assurance vie finalement, que tous les conseillers en gestion de patrimoine ont sur leur étagère, mais qui à mon sens ne l'utilisent pas suffisamment. C'est donc un véhicule d'épargne qui est bien complémentaire de l'assurance vie avec des spécificités. Il s'utilise à la fois pour des personnes morales. On peut donc faire souscrire un contrat de capitalisation pour une personne morale qui peut
peut-être notamment une holding, une SCI par exemple, qui aurait de la trésorerie structurelle, donc un peu plus sur le long terme, bien sûr, qui naturellement vont plutôt vers des comptes titres ordinaires pour la disponibilité de l'épargne. En revanche, le contrat de capitalisation a ceci de plus qu'il donne accès au fonds euro à capital garanti. D'accord. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, une allocation qui peut être extrêmement large en fonction du profil de cette personne morale. Donc déjà, la différence du contrat d'assurance vie, c'est qu'on peut utiliser un contrat de capitalisation pour cette typologie de personne morale. Ce que l'assurance vie ne permet pas... Pas du tout. D'accord. C'est vraiment franco-français, réservé aux particuliers. Et c'est un contrat d'assurance sur la vie, un contrat d'assurance vie. Bien sûr. Donc, une personne morale a une vie, certes, mais pas la même. Donc, mais pas au niveau du droit. De la même manière. Exactement. Donc voilà. Donc il peut être à la fois utilisé, je le disais, pour une dernière fois sur les personnes morales, mais aussi pour les personnes physiques. D'accord. Et c'est là que nous pêchons un peu en pratique, parce que c'est un outil, je le disais, qui était souvent oublié, et pourtant c'est un très bel outil d'ingénierie patrimoniale qui peut venir en complément justement du contrat d'assurance vie. Parmi les spécificités, alors comme je dirais, c'est un peu, quand on le regarde, si on ne fait pas attention, ça ressemble de très très près à l'assurance vie. Oui. À ceci près, qui est très important, il n'y a pas de clause bénéficiaire. D'accord. Ce qui signifie qu'un souscripteur particulier qui souscrit un contrat de capitalisation pourra évidemment racheter, etc. en cours de vie, mais s'il ne l'a pas consommé lors de son décès, ce contrat de capitalisation rentrera dans sa succession. D'accord, c'est pas un outil de transmission ou de succession, ça reste un outil... Ça va l'être. D'accord. Ça l'est, mais en tout cas, il n'y a pas de bénéficiaire et il n'y a pas les avantages successoraux liés à l'assurance vie, avec les versements, on ne va pas... peut-être s'étendre trop là-dessus aujourd'hui, mais on n'a pas les mêmes caractéristiques, en effet, sur la fiscalité plus légère que l'assurance vie pour les versements réalisés avant 70 ans. D'accord. Là, il n'y a pas d'avantage. Ce qui est intéressant, surtout pour les particuliers, c'est par exemple le cas très concret, on va essayer d'être très concret, la personne qui a déjà utilisé ses plafonds avant 70 ans de 152 500 € par bénéficiaire, qui est de fait à la tranche de 20%, ou qui a plus de 70 ans et qui se dit « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Pourquoi pas le contrat de capitalisation ? Parce que le contrat de capitalisation, lui, survit. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, il se retrouve dans sa succession. Oui. Donc il ne décède pas en même temps que lui. Oui, il n'est pas clos au décès du souscripteur. Ce qui veut dire que les ayants droit, les héritiers, peuvent le récupérer, enfin vont le récupérer au décès de leurs parents, par exemple, ou de leurs grands-parents, ça fonctionne aussi très bien ainsi, et dans des conditions fiscales intéressantes, puisque le parent qui l'aura ouvert, par exemple, aura couru du temps fiscal. Et donc l'enfant, le petit-enfant qui le récupérera, se retrouve avec des capitaux dans une fiscalité comme l'assurance vie, là pour le coup, qui aura plus de 8 ans. Donc avec des abattements que l'on connaît, avec 9002 par année civile, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt sympathique. L'autre point très sympathique du contrat de capitalisation, et c'est pour ça que je trouve que c'est un outil vraiment d'ingénierie patrimoniale, c'est qu'on peut le donner. D'accord, on peut le transmettre de son vivant. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est aussi un excellent complément du contrat d'assurance vie qu'on ne peut pas donner, justement. On peut aller tout à fait chez le notaire, qui se chargera d'effectuer une donation au profit des enfants et des petits-enfants. Donc ça rentre dans le cadre d'une donation ? Ça rentre dans le cadre d'une donation qu'on peut aussi... Du contrat, du fameux contrat de capitalisation, et ce également en démembrement. Donc avec une assiette de taxation pour la donation qui est moindre. D'accord. Parce que le parent ou le grand-parent pourra transmettre de son vivant ce ou ses contrats de capitalisation sur une assiette moindre, puisqu'il est en démembrement, et le notaire se chargera de cette formalité. Donc un outil complémentaire à l'assurance vie, pas suffisamment utilisé aujourd'hui. Non, je l'ai dit au départ, pour moi c'est une belle endormie qui mérite vraiment d'être utilisée en complément, et je dirais même que c'est un produit relativement haut de gamme dans la gestion de patrimoine. On peut faire exactement les mêmes allocations, également le fonds euro et tout. Donc vraiment, j'espère que mes confrères entendront ce petit message aujourd'hui avec vous, Nicolas. Merci Séverine Flotte de Pouzat. Je rappelle que vous êtes présidente de la financière de l'Aubrac. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.